Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée. Eh bien rien ne bouge, vous le savez, on débute avec Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10 puisque nous sommes vendredi. Vous retrouverez Séverine Méridan pour toute l'actualité sportive de Guadeloupe, mais pour l'instant place à l'info tout court on va dire. Nous sommes le vendredi 29 janvier 2021 et voici les titres de ce journal. Le président de région Harry Chalus s'est rendu aujourd'hui dans le sud Basse-Terre sur des chantiers du plan prioritaire en eau potable. Une visite de terrain aux côtés des usagers comme Ludovic Toulassi des Moon Guadeloupe. Puis nous dresserons un bilan du trafic aéroportuaire en recul de 50% en 2020. Une chute libre pour Paul Caraïbe qui espère un retour à la normale d'ici 2025. Et enfin nous parlerons sensibilisation aux zones humides comme les mares ou la mangrove avec les enfants de l'école de Borico aux Abîmes. Et notez avant de développer ces quelques titres que compte tenu des rumeurs qui circulent, la famille de la petite fille de 2 ans qui aurait été abusée sexuellement à l'école Sainte-Marguerite de Moule tient à rétablir quelques vérités après 2 mois de silence, à commencer par le fait que la petite victime est issue d'une famille unie et qu'il n'y a donc pas de beau-père à présenter comme le violeur présumé. Au lieu de recevoir du soutien, le couple de parents est accusé d'une violence verbale qui selon eux serait montée de toutes pièces pour les rendre coupables. C'est sans compter les auditions à répétition des enquêteurs. Et en ce qui concerne la mobilisation des ATSEM lundi à l'école Sainte-Marguerite du Moule, eh bien elle aurait été prévue bien avant l'agression sexuelle pour dénoncer les conditions de sécurité de l'établissement. La famille de la victime dénonce également un mécanisme de silence corporatiste de l'éducation nationale, la surdité de l'administration et l'indifférence de l'institution qui protège le personnel au lieu de la fillette victime de viol. Il souligne d'ailleurs que 2 autres victimes du même âge sont à déplorer et attendent que justice soit faite. Et retour maintenant sur ce contrôle de police autour de l'application rigoureuse des mesures de sécurité sur la voie publique, mais aussi dans les commerces, les restaurants et les bars. Une sortie pédagogique doublée d'une chasse aux récalcitrants et aux contrevenants. Olivier Félix. L'opération a pour mobiliser, comme motif principal la pédagogie quand même déjà. Rappeler à tout le monde qu'il y a des règles qui s'appliquent. Alors globalement les règles sont respectées, les Guadeloupéens sont extrêmement respectueux, y compris un certain nombre de touristes, mais il y a des personnes qui encore n'ont pas compris le danger que ça représentait. Et donc il faut faire ce type d'opération pour sensibiliser les personnes et s'il y a des contrevenants, les sanctionner. Il y a encore une partie de la population qui ne comprend pas ou qui ne fait mine de ne pas comprendre la nécessité d'avoir une position, on va dire, rigoureuse sur l'application de ces règles. Si on les applique strictement, c'est peut-être pour nous permettre justement de ne pas être encore placés sur un confinement. C'est un bon bilan pour nous parce qu'on se rend compte que quand même dans l'ensemble les établissements respectent les règles relatives à la Covid. Donc ça c'est un point qui est très important. Ça veut dire que les contrôles que l'on fait aussi commencent à payer et ça c'est une satisfaction. Ensuite sur certains il y a des infractions qui ont été relevées mais qui ne sont pas directement liées aux règles sanitaires mais à des infractions plus traditionnelles sur la bonne tenue des débits de boissons, des ouvertures illicites, du travail dissimulé et vous l'avez peut-être constaté aussi incidemment, un individu porteur d'une arme de 9 mm qui a été interpellé lors de ces contrôles. Donc pour nous c'est un bilan qui est très positif. Et petite parenthèse sur le virus, un cas de variant anglais au Covid-19 aurait été repéré en Martinique, mais il nous semblait effectivement que nous n'étions pas à même de pouvoir détecter ce type de cas. Enfin, c'est ce que la préfecture de Guadeloupe disait hier lors de la conférence, mais visiblement on a dû avancer depuis. Et on enchaîne avec la signature d'un protocole de fin de conflit entre la CGTG, l'UTS, UGTG et la direction
du CHU de Pointe-à-Pitre. Un accord qui marque la fin des hostilités dans les services de radiologie, d'oncologie, le laboratoire et la chirurgie digestive. Un retour à la normale vivement souhaité par le directeur de l'hôpital Gérard Cotellon, qui évoque l'importance de la sincérité dans le dialogue social. Stanley Manicor. Un accord qu'on signé hier, là, il y a aussi la radiologie, un accord aussi service d'oncologie, un accord également sur le laboratoire et un accord sur la chirurgie digestive. Donc, c'est 4 accords qu'on a signés qui fait suite à plusieurs semaines de négociations parce que des accords, des préavis de grève que nous déposés depuis avant deuxième vague de Covid là, qui nous tenu à suspendre malheureusement compte tenu de mobilisation que tout personnel de l'hôpital a tenu à manifester pour assurer prise en charge des malades au relevant du Covid. Et donc, les négociations reprennent en fin d'année, en début 2021 là. Et après, donc, plusieurs discussions, nous formaliser toutes les discussions qu'on a déjà attrapées. Ça va nous des effectifs supplémentaires, ça va nous des organisations plus performantes, ça va nous également, ça caille nous également des matériels plus performants, remplacement des postes de radio, remplacement des automates de laboratoire, organisation, paiement des salaires en retard, mais également paiement des premières indemnités qui est au cadre personnel. Nous sommes dans un cycle de travail en commun où nous balayons les éléments du protocole de fin de conflit de 2019 et donc nous avons établi un agenda social. Il y a certains services qui ont déposé des préavis de grève, mais ce que je constate, c'est que quand nous sommes de part et d'autre de la table avec la volonté de trouver un compromis, on y arrive. Il faut de la sincérité dans le dialogue social. Donc c'est un accord qui donne une petite normalisation des organisations du service, de normalisation des équipements, normalisation des organisations du travail. Ces cas sont des accords qui ont relevé de l'obligation d'établissement là ça. Bon, malheureusement, encore une fois, heureusement pour nous, la capacité encore une fois de réagir à l'hôpital là, il y avait des personnels qui sont dynamiques, il y avait des personnels qui ont revendiqué aux soignants, qui ont revendiqué aux personnels au CHU, et qui ont revendiqué que le CHU mette à disposition tout ce qu'il faut pour recevoir malade. Et à l'heure où la grève des agents du SIAG accentue les coupures d'eau sur le département, le président de région a tenu à montrer aux usagers que les collectivités, et la sienne en particulier, se bougent pour mettre fin à leur calvaire. Une visite de chantier pour constater l'état d'avancement des travaux sur le territoire de Capesterre-Belle-Eau notamment. Le reportage. J'ai voulu inviter les usagers de l'eau à voir un peu tous les travaux que la région réalise pour soulager et répondre à l'attente des Guadeloupéens. C'est vrai que depuis 2015, quand nous sommes arrivés, nous nous sommes engagés à porter notre contribution aux communautés d'agglomération. Et aujourd'hui, c'était vraiment une grande satisfaction d'entendre qu'à Capesterre, où il y a eu le plus de problèmes de manque d'eau, que les travaux ont été réalisés à plus de 90%. Cela veut dire qu'aujourd'hui, les Capestériens ne se plaignent plus. Et nous sommes en train de construire 3 réservoirs du côté de Routier pour pouvoir atteindre les 100%, mais surtout que le fidèle de Bellecado puisse envoyer plus d'eau en Grande Terre et régler définitivement les problèmes des consommateurs de la Grande Terre. Qu'on nous fasse visiter des chantiers, c'est bien beau, hein, encore une fois. Nous, on est là pour l'efficacité. Donc après, je suppose qu'il doit y avoir une énorme opération de communication. Après, Moun Guadeloupe, ce n'est pas l'antichambre obscure pour étoffer, on va dire, la bonne volonté des politiques. Hein. Nous, aujourd'hui, on nous fait visiter des chantiers, mais tout à l'heure, on aura certains points techniques, parce que c'est bien beau de nous faire voir des petits tuyaux bleus, des projets, on a vu des terrains vagues avec des photos, des plans, tout ce qu'on aurait pu faire ou qu'on aurait pu voir sur des diapos, hein, tout simplement. On n'était pas obligé d'aller sur des chantiers pour regarder des panneaux. Mais c'est quand même effrayant ce qu'on constate aujourd'hui, parce que dans le fond, on n'est pas encore sorti des tours d'eau. Il y a quand même un certain nombre de choses qui étaient prévues. Hein. Sachez qu'en février 2018, la CTAP avait voté un programme sur 2 ans pour mettre fin au tour d'eau. Et on constate qu'aujourd'hui que les délais sont rallongés, on n'est pas sorti de l'auberge. Et entre-temps, aucun moyen de substitution n'est mis en place pour pouvoir faire en sorte que la population ait de l'eau. La région qui n'est pas compétente a fait sa part du travail plus que les autres. Et c'est ce que nous voulions faire voir aujourd'hui aux usagers, que nous nous sommes engagés, nous avons répondu. Aujourd'hui, c'est une satisfaction. 90% à Capesterre, c'est énorme. Donc les choses vont petit à petit et nous sommes confiants que nous allons y arriver. Ça permet de comprendre un peu mieux certaines choses, d'accord ? Donc il y a des choses que ça me confirme, par exemple de savoir qu'effectivement, nous sachons que je sais depuis déjà un moment qu'on est sur le réseau Bellecado, d'accord ? Donc il est évident que si effectivement
tout ce qui est avant nous sur Belocado n'est pas amélioré, nous derrière, on est en bout de réseau. Donc forcément, nous derrière, ça va être compliqué. On parle, on pose des questions, on discute sans vraiment être sur le terrain et toucher la réalité. Aujourd'hui, ils voient la réalité, que c'est pas facile. Parce que s'il n'y a pas de fonds, on ne peut pas réaliser de cela. Et après un magnifique décollage du trafic de passagers, l'aéroport Paul Caraïbes a vu ses objectifs exploser en plein vol. La photo Covid-19 qui perturbe l'activité depuis 1 an maintenant. Une situation d'autant plus difficile que l'incertitude plane encore avec les nouvelles mesures de restriction annoncées par le préfet hier. Avec des recettes plombées par la réduction du trafic de 50% et des dettes qui augmentent à 33 millions d'euros, l'aéroport est contraint forcé de geler le projet d'extension du terminal 1. Et pour Alain Bièvre, on pourra effectivement retrouver le rythme de 2019 d'ici 2025, le reportage de Stanley Manicor. Regardez dans l'histoire de l'aéroport, le trafic que nous avons fait en 2020 avec une baisse de 50% et le trafic qu'on faisait en 1988, c'est au moment où j'ai commencé effectivement à travailler à Paul Caraïbes et où il y avait le projet de construire le Paul Caraïbes au nord de la piste. Donc c'est un sacré retour en arrière, mais nous pensons quand même que c'est conjoncturel, que ce n'est pas structurel. Et que dès que les conditions sanitaires seront de nouveau réunies, que le Paul Caraïbes et la Guadeloupe va retrouver sa place au niveau touristique, au niveau fréquentation, voire même mieux, et qu'on pourra rebondir par rapport à cette pandémie. Exactement, décembre a beaucoup amélioré nos résultats. Et vous avez entendu dire que la Guadeloupe a été la 4e destination mondiale pour vous montrer comment on tire mieux notre épingle du jeu. Et vous avez raison, au niveau des DOM, la baisse a été aux alentours de 50%, alors qu'au niveau national, la baisse est de 70%. Et comme vous l'avez indiqué, nous avons aussi gelé des opérations d'investissement parce que tout ce qui est capacité n'a plus de raison d'être dans une situation où l'aéroport perd du trafic. Et donc nous avons gelé 100 millions d'euros d'investissement de capacité. Et notre personnel, que je profite une nouvelle fois pour saluer et remercier, s'est retrouvé comme dans le pool d'entreprises en activité donc partielle. Et jusqu'à présent, on sait que c'est des situations qui peuvent être difficiles à la fois psychologiques d'être une entreprise, mais aussi financières, parce que ça a des conséquences pour eux. Ils ont joué le jeu. Ils étaient aussi présents sur le terrain au moment où on avait besoin d'eux, notamment au moment du rapatriement des passagers à l'extérieur. Et on avait aussi besoin d'eux, même quand le trafic était quasiment à l'arrêt, pour maintenir la continuité territoriale de la Guadeloupe et avoir des installations opérationnelles. Nous l'avons gelé, mais ce projet n'est pas abandonné. Et donc à partir du moment où on va retrouver le niveau de trafic de 2019, nous allons remettre ce projet en phase de réalisation, comme on l'avait lancé fin 2019. Donc ça sera ce décalage. À quel moment nous allons retrouver ce trafic de 2019? Pour l'instant, dans nos prévisions, c'est l'année 2025 où on pourrait relancer ce projet pour une livraison en 2028. Le fait de retrouver le trafic de 2019, nous espérons le retrouver en 2025. Ce sont ça nos prévisions à moyen terme. Maintenant, à très court terme, vous avez vu, en décembre, le trafic a redécollé. Là, maintenant, il va de nouveau baisser. Donc, il y a une gestion un peu compliquée, un peu comme une mer un peu agitée entre maintenant et 2023. Nous espérons qu'en 2023, il n'y aura plus d'impact et qu'on pourra parler de redémarrage d'activité. Les paris sont ouverts. Certains disent que les restrictions nouvelles vont durer peut-être 2 mois. D'autres parlent plus de juin-juillet avec l'augmentation du taux des vaccinations, ou peut-être le passeport sanitaire. Je pense que les 2 hypothèses sont sur la table. Voilà, et on sera peut-être, la vérité sera peut-être entre les deux. Mais en tout cas, nous avons bon espoir. Et comme nous le disions dans nos vœux de fin d'année, envolons-nous en toute confiance vers 2021. Nous pensons que le 2e semestre de cette année 2021 sera peut-être la reprise du trafic. Et petit aparté avec effectivement les déclarations du Premier ministre Jean Castex qui a précisé qu'il n'y aurait pas de reconfinement en France hexagonale pour le moment. Nous, bien sûr, nous ne sommes pas concernés par ce type de mesures puisque notre situation est stable. Et il a donc annoncé un renforcement des contrôles, la fermeture des centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 mètres carrés, la fermeture des frontières pour les pays hors Union européenne et des tests PCR négatifs obligatoires pour les passagers en provenance de l'Union européenne. De toute façon, nous ici en Guadeloupe, à l'entrée et à la sortie, ce sera test PCR obligatoire. Et on dresse un autre bilan pour l'année 2020, en l'occurrence celui de la délinquance sur le département. Une délinquance et des violences globalement en baisse. Et il faut dire merci au Covid, mais pas que, selon les autorités, qui déplorent tout de même les chiffres de la sécurité routière avec 49 tués sur la période. Le reportage. En termes de chiffres de la délinquance, l'année 2020 est une année où l'on constate beaucoup de baisse.
Ça n'est pas uniquement dû à la période de confinement, puisque la période de confinement a duré ici environ 1 mois et demi, et les baisses sont beaucoup plus importantes que cela. Et sur des items extrêmement importants, par exemple les cambriolages, ce qui touche les gens au quotidien, la baisse est extrêmement importante, hein, elle est constatée, les courbes sont intéressantes, elle est de plus de 25%, donc on a une baisse extrêmement intéressante dans ce domaine-là. Le seul chiffre qui est aujourd'hui conséquent, il y a 2 chiffres qui sont à la hausse. Les chiffres des violences non crapuleuses, dans lesquelles on peut glisser l'item violence intrafamiliale, et les morts sur la route. S'agissant des violences, les violences non crapuleuses ne sont pas seulement constituées par les violences intrafamiliales, mais c'est un item qui est aujourd'hui en hausse. Le problème des accidents, c'est qu'il y a moins d'accidents, mais qui ne sont plus mortels. Je crois qu'en 2020, malgré un engagement très fort des forces de l'ordre sur d'autres missions, vous imaginez bien dans la lutte contre l'épidémie, puisqu'ils participent activement à cette lutte contre l'épidémie du Covid, eh bien on a des chiffres de la délinquance qui sont plutôt favorablement orientés, c'est-à-dire qu'on a des baisses sur les atteintes aux biens, on a des baisses sur les atteintes à l'intégrité physique des individus, c'est-à-dire les actes avec violence. Donc ça c'est plutôt des bonnes indications. On a des taux d'élucidation qui demeurent importants et très bons, et ça aussi ce sont des points très positifs. Et puis on a des sujets sur lesquels j'ai un peu plus de préoccupation, le nombre d'homicides, puisqu'on a une augmentation du nombre d'homicides, même si ce n'est pas une explosion du nombre d'homicides, c'est quand même une augmentation. Il faut que nous soyons très vigilants sur ce sujet, et c'est lié à la circulation des armes notamment, et au fait nous avons beaucoup d'armes qui circulent en Guadeloupe. Voilà un point qui est moins positif pour moi, c'est le résultat de la campagne Déposons les armes, qui a été moins favorable qu'en 2020. On a eu moins d'armes qui ont été déposées. Je pense que le Covid explique beaucoup de choses, et le fait qu'on était dans une phase plus compliqué, pas de confinement, mais en tout cas de restriction d'un certain nombre d'allées et venues. Et puis il y a un autre sujet sur lequel je suis très préoccupé, c'est la sécurité routière, concrètement, puisque les chiffres de la mortalité sur la route augmentent, alors que partout ailleurs, y compris en Martinique ou sur le plan national, les chiffres baissent. Et donc il faut qu'on explique pourquoi ces chiffres augmentent et qu'on trouve des moyens de faire baisser cette mortalité sur les routes qui est vraiment insupportable. Et en parlant de crimes et délits, une pétition est en ligne pour contrer la prescription souhaitée par le tribunal dans l'affaire de la contamination des sols au chlordécone. Voilà plusieurs années qu'Arrêt du Rimel se bat pour que les coupables soient traduits en justice et paient pour ce crime aux allures de génocide. Une quête parsemée d'embûches et de railleries de la population qui commence à ouvrir les yeux sur ce scandale sanitaire. Une pétition est en ligne pour que le procès se tienne enfin 15 ans après le dépôt de la plainte initiale. On est quand même 15 ans après pour l'ouverture d'une instruction, c'est énorme. On écoute Arrêt du Rimel au micro de Stanley Manicor. Il y a un président de la République qui s'appelle Emmanuel Macron qui a été en Martinique et qui a reconnu que l'État avait fauté dans cette affaire. Et depuis, curieusement, Guadeloupéens et Martiniquais ont commencé à croire Arrêt du Rimel qui se battait un peu seul dans le désert pendant 20 ans. Certains ont même dit qu'il était fou. Il a fallu que le papa français blanc vienne dire qu'il y a problème pour que mes proches, mes semblables, me reconnaissent une légitimité dans mon combat. Si on s'était soulevé depuis 15 ans, peut-être qu'aujourd'hui, notre cause aurait été entendue. Nous avons nous-mêmes douté de nous-mêmes, nous avons douté de ce que nos frères nous disaient, et aujourd'hui, une fois que l'autre nous a reconnus, eh bien on dit tout le monde en cœur est devenu chlordéconien. Eh bien oui, on a trop déconné pendant trop longtemps, c'est pour ça que nous en sommes là, mais je ne perds pas espoir qu'un jour, justice soit rendue au peuple antillais de Guadeloupe et Martinique. Et on poursuit avec cette convention de coopération entre l'Institut médico-éducatif Les Gommiers et le lycée du Charmois pour l'insertion des travailleurs handicapés. Un partenariat avec un objectif double, développer les capacités d'adaptation et de socialisation des élèves en favorisant les activités en mixité, mais aussi mutualiser les moyens pédagogiques et les plateaux techniques pour diversifier les offres de formation. Le reportage de Maxime Morel. Dans le cadre de notre projet académique, il est important de bien donner sens à l'école inclusive. Et pour donner sens à l'école inclusive, il faut chercher tous les leviers, tout ce qui est déjà les structures déjà existantes, les compétences déjà existantes,
et il faut tout mutualiser, il faut réfléchir ensemble. Et la proximité de l'IME me donnait vraiment une opportunité extraordinaire. Nous sommes là pour un maillage, nous sommes là pour une coopération. Nous sommes dans un petit pays, le budget n'est pas extensible et nous disons tous les jours qu'il faut jouer le jeu parce que nous devons mutualiser les plateaux techniques. Aujourd'hui, vous avez une belle coopération entre deux acteurs majeurs du Sud-Bassin, en tout cas pour l'éducation, le lycée du Charmois et l'IME de Gourbet. À l'IME, nous avons un encadrement ad hoc, un plateau technique de qualité, ça va sans dire, mais il est important aussi que ces enfants-là, ces jeunes-là, soient projetés quelque part ou insérés dans la société, puisque c'est le but ultime. C'est ça, c'est qu'ils soient insérés dans la société. Donc les échanges avec des établissements tels que le lycée du Charmois, que nous remercions au passage, c'est une clé de voûte aussi pour nous. Tout le monde peut réussir si on se donne le temps de chercher les bons leviers, les bons outils pour répondre aux questions des enseignants qui sont des questions pertinentes. Et dans le cadre des Journées mondiales des zones humides, les enfants de l'école de Borico ont été sensibilisés sur ce type d'écosystème. Vous savez, un peu les mares ou les mangroves qui ont des fonctions et des utilités bien précises. On regarde ce reportage de Michel Depape. Alors cette journée, on va dire c'est un petit peu en avant-première puisque les journées mondiales des zones humides commencent demain. Et par rapport au calendrier, nous avons programmé aujourd'hui, mais je dis les zones humides, c'est tous les jours. Entre fin janvier et fin février, ce sont les journées mondiales des zones humides, partout dans le monde. Et l'idée, c'est de valoriser, de sensibiliser aux enjeux de protection des zones humides. Si on va à côté des mares, il y aura plein d'animaux et qu'il ne faut pas boire l'eau sale si la mare est sale. Vous avez une mare à côté de l'école? Oui. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette mare à côté de l'école? Il y a des petits lapias, des tortues. Et tu vas jouer dans la mare, toi, des fois? Non. Je vais juste tout bien manger aux petits poissons. Nous avons depuis plusieurs années exploité la mare qui est juste en face de l'école. Mais au-delà de cette mare, nous avons choisi de mettre l'accent sur la sensibilisation des enfants à leur environnement afin qu'ils comprennent l'importance de cette communion avec la nature et surtout de son respect. Donc le partenariat que nous avons aujourd'hui avec l'association J'ose la nature et le Kiwanis Club de Pointe-à-Pitre va dans ce sens. Nous travaillons, nous œuvrons ensemble à ce que nos enfants soient sensibles à cette belle Guadeloupe que nous avons et à ce qu'ils continuent à la respecter et surtout à transmettre ces valeurs autour d'eux. Est-ce que tu vas faire attention à l'environnement? Oui. Pourquoi? Parce que je veux respecter les petits lapias, les tortues et les poules d'eau, tous les animaux qui vivent dans les mares, les grenouilles aussi. Nous sommes ici à l'école de Borico, donc dans la zone rurale de la ville des Abîmes, et il nous a semblé dans le cadre des journées mondiales des zones humides et de l'eau d'associer les enfants et de les sensibiliser à notre écosystème. Et il se trouve que juste à côté de l'école il y a une mare qui me semble-t-il représente un patrimoine naturel avec du potentiel, donc avec le soutien, en tout cas la démarche de l'association J'ose la nature, nous avons donc jugé utile dans ce cadre-là de faire la promotion et d'impliquer les enfants au travers des actions et des activités qui aujourd'hui sont présentées et auxquelles participent les enfants. Inutile de dire qu'il faut respecter notre environnement. Parlons sport maintenant avec le parcours éphémère de Jarry qui accueille de nouveau les sportifs, et pour que chacun trouve son compte, l'organisation a été revue et corrigée. Un sens unique de circulation a été établi et une des voies réservée aux marcheurs, le reste en images.
Le circuit sportif de Jarry qui a réouvert aujourd'hui aux marcheurs et aux joggeurs uniquement, contrairement à la configuration ancienne qui était un circuit réservé aux cyclistes et aux marcheurs. Depuis le confinement, on a dû arrêter puisqu'on ne pouvait plus se réunir dans les espaces publics. Là, on l'a un petit peu adapté. On permet donc qu'aux marcheurs et aux joggeurs d'utiliser le circuit, comme ça ils peuvent utiliser toute la voie, toute la chaussée. Alors qu'avant, on avait les cyclistes et en fait les marcheurs devaient rester sur le trottoir. Là maintenant, on n'a que les marcheurs et comme ça ils peuvent utiliser toute la chaussée et seulement dans le sens de la circulation. Ce qui fait qu'on évite les croisements et les dépassements peuvent se faire en respectant les distances de sécurité. Donc c'est un peu une manière pour que les personnes puissent un peu se rester en contact, c'est-à-dire garder le lien social. C'est vrai qu'elles ont masse là et bien d'autres, tous ces protocoles-là, ça tire bien éloigné nous. Donc progressivement, c'est une volonté, on essaie de reprendre les choses dans un cadre sécurisé, rassurant, où on est en confiance, c'est-à-dire aussi bien les activités culturelles que sportives, afin qu'on puisse garantir à la population, mais pas spécialement les bémaotiens, c'est-à-dire même les autres personnes, qu'on puisse leur garantir un certain nombre d'activités. C'est une demande puisque le circuit était déjà ouvert, donc il existait déjà. Et là, avec la fermeture liée à la situation sanitaire, là maintenant que l'activité a repris, les gens veulent reprendre leur activité sportive aussi. Et donc c'était une demande, mais c'est aussi accompagné, pas que les bémaotiens, mais en fait tous les gens sur le territoire, ceux qui travaillent à Jarry et qui utilisent ce circuit. Là, c'est le premier soir où on ouvre depuis le mois de mars et on est déjà à près de 300 participants. Et je pense que les autres jours, le temps que le bouche à oreille se fasse et que les gens apprennent que le circuit est ouvert, les gens viendront. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Notez qu'à 19h, nous serons en direct du vernissage d'une exposition collective d'art contemporain sur l'engagement artistique, la sexualité joyeuse et le militantisme politique. Ce sera donc à 19h en direct sur Canal 10 Télévision. Merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient lundi à 18h30. Passez une bonne soirée et un excellent week-end. Bisous, bisous. Donc à venir, dans la tranche info, vous aurez droit à une exposition artistique engagée. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir aux réfugiés politiques, bonsoir à Madly Congré, bonsoir à Ridan Dada 7, qui nous a mis un petit hashtag Justice pour Clodo. Ne t'en fais pas, on n'oublie pas que cette affaire-là, pour l'instant, n'avance pas. On a eu un écho du collectif de défense pour la défense la semaine dernière, mais c'est vrai qu'on aimerait en savoir un peu plus, à savoir si déjà les gendarmes ont été inculpés ou même auditionnés dans le cadre de cette affaire, puisque ça n'avait pas encore été fait. Bonsoir également à Teddy Bomberg, bonsoir à Grégory Hall, bonsoir à Yaminda Douarka, bonsoir... d'ailleurs, les réfugiés poétiques nous invitent à avoir une petite lecture prochainement, à savoir la bande dessinée Tropique Toxique, une BD documentaire sur le scandale du chlordécone, réalisée par une autrice de la Guadeloupe, Jessica Oublié. Jessica Oublié, je vous ai déjà fait une demande sur Facebook, il faudrait qu'on se voit assez rapidement la semaine prochaine d'ailleurs. Bonsoir également à Franck Abar, bonsoir Général, bonsoir à Innocent Botoku, bonsoir à Fanny, à Fanfi Marquet, à Patrice Antoine qui lui il est sur Orléans, tu veilles tard Patrice, bonsoir à toi, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux mais aussi sur l'antenne de Canal 10 Télévision. Place à la pub.